I'm back, bitches. New angle, new me, all the things. Je regarde toujours pas à bonne place. Hey. Yeah, let's see how you do under pressure. Moi, je trouve ça très difficile d'être un être humain. Forever, I've been in the field with whatever they throw. Moi, avec mon ancienne psy, j'étais sûre que j'allais genre continuer de la voir toute ma vie, puis ça n'a pas vraiment marché, mon affaire. Feeling rich like I'm Kesha, I get to the paper. Trauma! Walk with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up. Ça va bien? Comment ça va? Moi, ça va pas en tout. Physiquement, je suis brain décédée, très fatiguée. J'ai des poches grosses comme des sacs de sable en dessous des yeux. J'ai une amie qui m'a apporté des petits sachets de... comme un genre de liquide IV, mais avec la caféine dedans, là. Arbonne, patente, là. Arbonne, en tout cas, bref. Là, j'en ai pris cette semaine, puis là, j'étais comme « Wow, je pense que la créatine, ça fonctionne bien. » Puis ça faisait 14 jours que je prenais de la créatine pour voir si ça allait m'aider à mieux récupérer, puis à me sentir moins fatiguée, puis à avoir plus genre de focus mental. Puis là, j'étais comme « Wow! » Puis là, un moment donné, je me suis juste rendu compte « Ah non, c'est parce que dans le fond, je me clenche comme l'équivalent d'un Red Bull ou d'un Monster à tous les jours. » Fait que là, aujourd'hui, je suis comme en désintox de ça. Parce que j'essaie de pas... Parce que non seulement ça me faisait sentir alive, j'avais l'impression d'avoir pris du crystal meth. Ça goûtait très bien, très bon, là. Du bon petit jus, là, ça goûtait le MLM. Mais l'affaire, c'est que ça backfire, cette affaire-là, parce que hier soir, j'ai eu de la misère à m'endormir, puis aussi mon anxiété est dans le tapis. Déjà, en partant, être en recherche d'emploi, là, ça draine du jus, puis c'est difficile, puis c'est des lettres de motivation, puis des recherches d'emploi, puis se creuser le cerveau sur quel genre de job j'aimerais, puis qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour moi, puis comment faire en sorte que, genre, mes expériences de mon CV fit dans les jobs que, en tout cas, tu sais, c'est plein de jus mental, puis là, c'est de stress financier, puis là, c'est de patente. Fait que là, ça a vraiment augmenté mon anxiété, fait que ça a backfire de shit, là. Fait que là, j'ai fait « Ah, OK, c'est pas la créatine, c'est genre la drogue dure que je prenais, là, le matin. » J'en ai pris 2 fois, là, j'exagère tout le temps, là, en tout cas. You know me à date, là. Fait que là, ce matin, j'en prends pas, mais là, j'ai juste pris un café. Fait que là, mon cerveau, il est pas irrigué de caféine et de crack cocaine. Fait que là, je voulais faire un petit suivi aussi par rapport au dossier addiction. Là, en recherche d'emploi, puis la période que je vis présentement, bien, faire suite aussi aux dernières vidéos que j'ai faites, c'est vraiment tough. C'est vraiment, vraiment tough. Fait que là, essayer de pas écouter, genre, l'ordinateur en faisant des tâches ménagères, c'est comme au-dessus de mes capacités en ce moment. Fait que je me suis baissé la barre à moi-même. Puis là, je fais ce que je peux dans le domaine addiction. Fait que là, j'essaie de diminuer la quantité d'attention divisée que j'ai dans une journée. J'essaie de diminuer... Bon, j'essaie de plus écouter de podcasts de true crime. Hier, j'ai eu une petite rechute. Mais j'essaie de plutôt écouter des émissions sur l'ordinateur puis d'essayer de le faire quand je fais pas quelque chose en même temps, sauf les tâches ménagères. En tout cas, je me mets des petites règles, là, mais ça marche bien, mon affaire. Pour l'instant, là, j'ai vraiment, vraiment, vraiment diminué. Bien, en fait, j'ai complètement arrêté d'utiliser mon cell quand je suis en transport. Genre, mettons que je marche pour aller au gym ou je marche pour revenir. Même au gym, j'ai arrêté d'écouter mon cell au gym. Je me concentre vraiment sur, genre, les mouvements que je fais et tout. Fait que ça, c'est une belle avancée, là. Puis je suis comme ça, c'est enough. Je vais juste essayer de garder ça pendant les moments très stressants. Puis après ça, j'essaierai d'augmenter, genre, la difficulté ou d'augmenter... Parce que c'est comme trop dur tout d'un coup, genre. Puis là, ça fait que ça me met en échec. Puis là, ça me met en échec, ça augmente ma culpabilité. Puis là, ça me fait encore plus avoir envie de me réfréger là-dedans. Puis là, après ça, je me sens... Je finis mes journées, puis il y a des... Tu sais, c'est que je finis ma journée pas fière de moi. Puis là, ça finit par peser plus lourd dans la balance que d'autres choses. Fait que j'essaie de le diminuer. Puis mon alimentation, c'est la même affaire en ce moment. J'essaie juste de, comme, limiter les dégâts, mais de pas me mettre la barre trop haute parce que je suis pas capable. Pour le moment, je suis pas capable. J'ai trop de stress, j'ai trop d'anxiété. C'est trop une période charnière qui est super anxiogène. Fait que c'est pas le bon moment de faire ça. Fait que j'essaie de, comme, diminuer.
Là, j'ai parlé à une de mes amies hier qui m'a parlé d'un type de job à laquelle j'avais pensé dans le passé, mais je pensais que ça serait dévalorisant et tout. Puis finalement, elle me l'a parlé d'un autre angle, puis j'étais comme « Ah, OK, c'est intéressant. » Fait que là, cette semaine, j'ai beaucoup envoyé des lettres de motivation puis mon CV à des endroits. Puis là, j'ai toujours pas de nouvelles. Puis là, mon ami était comme « Ah ouais, mais tu sais comment c'est maintenant, tu sais, tout le monde envoie plein de lettres de motivation puis de CV, puis ils n'ont pas de nouvelles, puis c'est vraiment difficile de faire des démarches, puis il y a de plus en plus de gens qui envoient des CV puis des lettres de motivation. Fait qu'ils ont plein de candidatures, fait qu'il faut vraiment que tu te débarques, puis tout. Puis là, c'est comme, ça a tellement augmenté mon anxiété. J'étais genre, mais comment que je vais m'en sortir? Et là, le matin, on a eu des bonnes nouvelles. Mon chum, il a comme... C'est pas signé encore, fait que tant que c'est pas signé, on est comme mais il y a une possibilité d'avoir un contrat là, pour les prochains mois qui va être assez substantiel. Mais le plan de moi qui va travailler reste le même parce que c'est comme... Il faut passer à autre chose. Là, c'était pas agréable de travailler ensemble, puis on a fait plein d'erreurs, puis on est resté trop longtemps dans cette situation-là, puis ça l'a augmenté mon anxiété de ne pas répondre aux attentes de mes employeurs. Puis là, c'est difficile pour moi d'aller dans la vie avec cette espèce de peur phobique. Fait que là, il faut que je le fasse. Il faut que je brise cette peur-là. Peu importe c'est quoi, il faut juste que je me trouve une job, n'importe laquelle, puis que je retourne sur le milieu du travail, puis que j'aille travailler pendant un bout, même si c'est juste une job qui est dévalorisante pour moi ou whatever. Pour le moment. Pour le moment, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est ça la première étape. Puis après ça, il y a comme des choses qui se dessinent tranquillement sur des jobs qui pourraient être intéressantes, mettons, sur le moyen terme ou le moyen long terme, tout ça. Fait que là, c'est tout ça, là. C'est ce cheminement-là qui est vraiment difficile, puis qui est vraiment comme anxiogène, puis qui est... Mais je suis en mouvement. Fait que tant qu'on garde le mouvement, ma chum, je suis à bonne place. Tu sais, je suis à bonne place, je garde le mouvement. Fait que là, c'est ça. Fait que là, aujourd'hui, j'ai plein de choses à faire, mais qui est plus genre médias sociaux. J'ai mon entraînement avec mon entraîneur. Puis, j'ai des contrats à finaliser pour Thierry, puis tout ça. Fait que je vais faire ça. Fait que j'ai pas beaucoup de temps pour faire la vidéo, mais je voulais le faire parce que c'est important pour moi de garder la cadence. Puis ça me permet aussi de voir où est-ce que j'en suis. Genre, de faire comme... OK, la dernière vidéo, tu sais, j'ai un vague souvenir parce que je les écoute pas tant que ça. Avant, je le faisais plus. Là, je les écoute pas tant que ça après coup, genre. J'ai un vague souvenir dans l'état dans lequel j'étais. Puis je sais que j'étais vraiment, genre, comme complètement déprimée. Puis là, les gens, ils m'ont écrit des beaux messages. Là, puis là, ça m'a tellement fait chaud au cœur que les gens m'ont écrit. Parce que j'étais comme là, c'est un bon moment de m'écrire. Puis là, j'ai eu beaucoup de commentaires sur mon ancienne vidéo. J'ai eu 3 commentaires, puis pour moi, c'est beaucoup. Puis ça m'a vraiment fait chaud au cœur, puis ça m'a vraiment, genre, donné un boost d'énergie cette journée-là, là, puis j'étais comme, OK, tu sais, je parle pas tout seul dans le vide, puis comme, il y a des gens qui étaient comme, ah, moi aussi, je suis dans cette situation-là, puis ça m'a tellement fait plaisir. Pas que les gens sont dans une mauvaise passe, là, mais juste le fait d'être comme, OK, le fait que j'en ai parlé, ça fait en sorte qu'il y a d'autres gens qui se sentent pas seuls, donc j'ai rempli mon mandat, là, parce que moi, c'est un peu ça que je veux faire, c'est de faire en sorte d'être comme, hey, on n'est pas tout seul, puis c'est dur, puis on se tient par la main, puis s'accompagner là-dedans, genre, de façon virtuelle. Fait que, tout ça pour dire que voici où est-ce que j'en suis. Puis, en même temps, je suis comme dans une phase où est-ce que j'étais en SPM, là, je vais tomber menstruer vraiment vite, là. Fait que là, mes émotions sont all over the place. Ce que ça fait, c'est que je me mets tout le temps dans la tête de faire des gros projets créatifs. Puis là, j'étais comme, OK, je vais faire un gros survol d'expliquer aux gens c'est quoi les traumas, puis tout ça pour les aider à comprendre. Puis là, oublie ça, j'ai pas le cerveau pour ça, là, de synthétiser des grosses shit, là, puis En tout cas, je voulais faire tout un plan, puis tout. Puis là, finalement, je suis juste comme, je baisse la barre, je fais mon vidéo. Au pire, je vais en parler dans mes mots, puis ça va être ça, parce qu'il faut que je continue de me mettre en action, parce que je me bloque de tout bord, de tout côté. Quand je me mets vraiment des gros projets, je me bloque. Fait que là, je voulais vous expliquer des petites affaires, que peut-être que c'est pas clair, mais j'en parle souvent, mais je sais pas. Si quelqu'un tombe sur ma chaîne, puis genre, par hasard, peut-être que ça fait du bien de juste repartir de la base.
OK, je vais y aller comme ça parce que c'est tout le temps le même que je vais partir de moi. Moi, j'ai eu une enfance vraiment malheureuse avec des parents vraiment négligents. Mon père et ma mère. Mon mère et ma père. Puis ça a eu des impacts sur ma vie. Puis à 25 ans, je trouvais que ma vie tournait en rond. Tu sais, j'avais une job alimentaire, je travaillais dans une librairie, puis j'aimais pas vraiment ma job. J'avais pas vraiment de... Tu sais, je savais que je voulais faire du théâtre, puis tout ça, mais tu sais, je faisais mes auditions pour les écoles de théâtre, puis ça marchait plus ou moins. Puis là, genre, j'ai eu un chum, j'étais en relation, puis ma relation était vraiment anxiogène, ça a monté mon anxiété, là, parce que c'était comme un Français, puis là, il m'avait laissé 3 fois pour revenir avec son ex, puis là, il était retourné en France, puis c'était comme une espèce de relation vraiment déchirante, là, pour moi, puis ça avait réactivé beaucoup d'anxiété. Puis c'est quelque chose que depuis que j'ai 16 ans, là, j'étais comme, moi, si je veux survivre, il va falloir que je me retrouve en thérapie. C'est juste que je procrastinais, tu sais, je savais pas par quel bout le prendre vraiment, je savais pas où trouver une psychologue, je savais pas, tu sais, mais j'étais comme... Moi, je ne ferais pas la même affaire que mes parents. Là. Je vais aller régler mes problèmes de santé mentale. J'étais tout le temps comme un peu consciente que, tu sais, du côté de mon père, ma grand-mère, elle a eu des chocs électriques. Tu sais, comme elle faisait beaucoup des dépressions, tout ça. C'était gros problèmes de santé mentale. Ou des problèmes de santé mentale, genre, normal, mais qui étaient comme vraiment over... Tu sais, que le traitement était vraiment, genre, démesuré par rapport à... Tu sais, admettons, on faisait des dépressions postpartum après ses enfants, puis là, c'était comme mis à soigner au choc électrique, mais au final, sûrement que les chocs électriques, ça a eu même plus d'impact que d'autres choses, en tout cas. Puis ma mère, elle faisait des allers-retours en hôpital psychiatrique, en centre de crise, parce qu'elle faisait des dépressions cycliques, tout ça. Ça, c'est une partie. Là. Il y a tellement de lignes de trauma dans mon affaire, puis de négligence parentale, puis de toutes sortes d'affaires qui sont complexes. Mais tout le monde, c'est ça. Tout le monde a une enfance un peu compliquée. Bien, à part les gens qui ont des enfances heureuses, I guess, que leur enfance est pas compliquée, mais il y a beaucoup de gens, je suis sûre, à la maison qui sont comme... Ouais, là, j'arrive à la conclusion que mes parents étaient émotionnellement immatures et ou avaient des problèmes de santé mentale non diagnostiqués, non traités. Puis... Bref, tout ça pour dire que à partir de 16 ans, j'étais comme... pas mal... C'est sûr à 100% qu'il va falloir que je me retrouve en thérapie à un moment donné. Je sais pas par quel bout le prendre, fait que je vais le mettre de côté. Puis là, quand j'ai eu 21 ans, puis je parlais de ça en appartement, c'est comme freedom. Puis là, à 25 ans, j'ai comme frappé mon premier mur. Fait que là... Puis à la librairie où je travaillais, il y avait un service d'aide aux employés où est-ce qu'ils donnaient des séances de thérapie gratuites. Fait que là, j'ai appelé dans ce service-là, puis c'était plus facile parce que c'était comme t'appelles, puis eux, ils t'assignent une psychologue, bien, que tu peux changer après, mais ils t'assignent une psychologue, fait que j'avais moins de démarches à faire, parce que j'avais pas trop regardé, puis tout ça. Puis moi, ça a tout le temps été ça, là, les démarches administratives, là, c'est ma phobie, là, juste checker, faire des recherches sur l'ordinateur, là, c'est comme, oh mon Dieu, je sais pas par quel bout le prendre. Puis je savais pas comment que ça marchait, l'anxiété, puis je savais pas comment faire de l'exposition, puis je savais rien de ça, fait que là, c'était plus facile pour moi, fait que j'étais en contact avec une psychologue. Je l'ai eue pendant 12 ans. C'était une spécialiste de l'anxiété. Puis 12 ans plus tard, je suis tombée enceinte. Puis là, mon anxiété était tellement élevée que mon anxiété, pendant ma grossesse, a basculé en dépression. Fait que j'ai comme fait une dépression postpartum, mais pendant que j'étais enceinte. Puis après 12 ans de thérapie, j'étais comme... pas sûre que ça l'a... En tout cas, les symptômes que je ressentais quand je suis allée la voir, je les ressens toujours, puis je sais même pas si je les ressens pas plus fort, puis j'étais comme... Mais il semble qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas dans ma thérapie. Une affaire avec moi, c'est que je suis très loyale comme personne, où je sais pas trop quand shifter mes affaires. Là, c'est ça que j'apprends, là, à shifter plus vite quand je suis pas bien, mais puis je savais pas comment vraiment non plus, c'était quoi les critères d'une bonne thérapie, puis tout, fait que je suis restée un peu trop longtemps dans cette thérapie-là. Fait que là, bref... En étant enceinte, j'ai commencé à me dire, je pense qu'il va falloir que je change de thérapeute parce que là, je peux pas avoir un enfant puis pas savoir comment être un parent, pas avoir réglé mon enfance. Je travaille sur ce sujet-là depuis que j'ai 16 ans, même si à 16 ans, je faisais rien pour l'aider. Mais tu sais, comme, je lisais quand même des livres de croissance personnelle puis des affaires de même, mais tu sais, je veux dire, c'était un vieux dossier qui traînait, qui était comme pas réglé encore. Puis j'étais comme, hey, si on met un enfant dans le in the mix, là, moi, je vais pas survivre, là. Fait que là, vous me demandez à l'univers. J'étais genre, je sais pas où vous m'adresser. Fait que vous m'adressez dans ma tête, dans ma douche. J'étais genre, j'ai besoin d'un nouveau thérapeute qui va vraiment m'aider. Puis là, 2 semaines après, mon amie, elle m'appelle, elle est comme,
Là, j'ai vraiment quelque chose de bizarre à te dire, là, mais je sais que t'as une psy depuis 12 ans, puis tu l'aimes full, mais on a comme une enfance similaire, puis mon psy, il a de la place, puis il traite du trauma, puis il fait du MDR, puis la table dissociative, puis il me semble que ça... Puis j'étais comme, sign me up, sign me the fuck up. J'ai raccroché avec elle, j'ai envoyé un courriel dans les médias. 2 semaines plus tard, je pense, j'avais un rendez-vous. Puis là, entre-temps, ma fille était née, là. Puis là, j'ai commencé à le voir. Puis là, j'ai commencé à faire la table. Premièrement, il m'a diagnostiqué trauma complexe. Je savais pas c'était quoi. Je savais pas c'était quoi les traumas. J'avais entendu ça. J'étais comme, je sais pas. Il me semble les traumas, c'est quand tu as un accident de voiture ou quand tu t'es fait violer. Mais j'ai eu beaucoup d'abus sexuels dans ma vie. Mais j'étais comme, à part ça, il me semble que ça n'a pas de lien avec... Moi, je le sais que j'ai eu des impacts de la négligence parentale faite par mes parents. Puis il était comme, c'est ça un trauma complexe. Les traumas réguliers, moi je dis réguliers, mais c'est des traumas, dans le fond, événementiels. C'est quand c'est un événement qui t'a fait un impact psychique. Souvent, ça a un lien avec, genre, t'as eu peur de mourir. Une peur réelle ou imaginée, là, dans le sens que lui, tu sais, l'exemple qu'il donne tout le temps, c'est que lui, quand il était jeune, il s'est fait mordre par un chien, puis quand il s'est retrouvé à l'hôpital, le médecin il a dit « Ah, il a été chanceux parce qu'il s'est fait mordre très proche d'une veine, d'une aorte principale. Il aurait pu en mourir. » Puis là, son cerveau a fait comme « Se faire mordre par les chiens, c'est dangereux, tu peux en mourir. » Puis après ça, il y avait une peur phobique des chiens, de tous les chiens. C'est ce genre de trauma événementiel parce que c'est comme... Il avait peur des chiens. Trauma complexe, c'est quand tes traumas sont habituellement de plus petite nature, mais évidemment, tout est possible, là, puis ça peut être un mélange de plus petite nature qui a un impact répété et que le trauma il est dans l'espace d'une relation. Moi, c'est avec mes parents, là. Puis que le trauma complexe, c'est que ça vient jouer sur ton sentiment d'identité, c'est-à-dire un parent qui n'écoute pas tes besoins, bien, ça donne l'impression que tu n'es pas aimable. Fait que là, tu vas te dire, c'est moi le problème. Puis là, un parent qui est très négligent sur différents points, bien, va t'enseigner différentes choses à ton propos. Moi, j'avais une mère qui était aussi très, très critique puis très dévalorisante. Fait que non seulement j'apprenais des choses par la situation, c'est-à-dire, tu sais, je sens que je suis pas en sécurité quand je suis avec mes parents, donc je mérite pas d'être en sécurité, donc je mérite pas de vivre. Puis après ça, il y avait tout ce qu'elle disait véritablement, genre, t'es paresseuse. Fait que là, tu sais, c'était comme, si tu dis à ton enfant, t'es paresseux, comme à répétition, à un moment donné, il finit par le croire, puis là, ça devient une partie de son identité. Mais c'est que c'est pas une vraie identité, tu sais, c'est une identité qui était comme, que j'ai comme absorbée, genre. Puis après ça, je faisais toujours trop de travail, ou je travaillais trop fort, je me mettais dans des situations ultra difficiles pour infirmer le fait que j'étais pas paresseuse. Mais en même temps, ça me mettait en échec parce que je me mettais dans des situations qui étaient tellement difficiles que ça finissait par m'inhiber quelque part. Puis là, ça finissait par confirmer le fait que j'étais paresseuse parce que tu peux pas avancer dans la vie en essayant de te faire confirmer par l'extérieur des choses que tu penses à l'intérieur de toi, à ton propre propos. Il va avoir un non-sens. Ton cerveau, il va pas te laisser faire. Si tu te considères comme... Moi, je me considérais comme dégueulasse. Bien, c'est que j'allais avoir la perception des événements comme pour confirmer le fait que j'étais dégueulasse. Puis là, après, c'est un espèce de cercle vicieux qui tourne, là. Fait que ça, c'est les impacts du trauma complexe. Il y en a sûrement de vous que j'explique ça puis qui sont comme « make sense ». Tu sais, que genre, ils ont comme un peu l'impression, un instinct que genre... Il me semble que mon enfance n'était pas optimale. Il me semble que mes parents, ils me faisaient pas sentir bien, mais pas nécessairement bien, parce que tes parents sont pas là pour juste te faire sentir bien, mais ils m'ont pas préparé nécessairement à la vie. Moi, j'avais tout le temps comme la conviction que j'étais comme mes parents m'ont nui. Mon éducation a pas fait en sorte que ça m'a préparé à la vie, ça m'a plutôt nui en esti. Puis là, il faut que je rattrape ça. Fait que là, quand ma fille, elle venait de naître, puis elle va avoir 4 ans dans 3 mois,
j'ai commencé cette thérapie-là. Puis là, j'ai nettoyé mes traumas. Puis là, j'ai nettoyé avec les parties émotionnelles. J'ai nettoyé tout l'aspect identitaire. Puis là, j'ai recollé comme... Parce que c'est l'impact du trauma, là, c'est comme une goutte qui tombe sur une roche. Là, c'est que le trauma complexe, c'est comme une goutte. Au lieu d'être un laser qui vient fractionner une roche, genre comme un trauma événementiel qui est de plus grande nature, le trauma complexe, c'est comme une goutte à répétition qui tombe sur une roche, mais à un moment donné, la roche, elle se fissure. Puis c'est pour ça qu'on parle de dissociation, c'est qu'il y avait des parties de moi qui étaient comme dissociées du reste de ma personnalité. Fait que l'ensemble de ma personne était en morceaux séparés. Puis ce que ça l'a fait, le EMDR et la table dissociative, c'est que ça a tout ramené ça dans un tout cohérent. Puis ça m'a permis d'accéder aux parties positives de moi qui étaient écrasées par le trauma. Fait qu'au lieu de me voir comme une personne paresseuse, je me suis mis, par exemple, avec les mêmes événements, à me voir comme quelqu'un d'hyper courageux. Puis là, ma nouvelle identité, c'était plutôt le courage que la paresse, parce que c'était comme... Hey, on me demandait des affaires vraiment tough à faire, comme sauver ma mère qui avait des problèmes de santé mentale. Elle m'investissait de cette mission-là. Puis moi-même, en tant qu'enfant, j'étais comme, je ne suis pas safe tant qu'elle a des problèmes de santé mentale, donc je vais la sauver, comme ça, là, je vais être en sécurité. Mais c'était tellement un niveau de difficulté que ça allait me mettre en échec. Bien là, c'est que tout ramifier ça, puis tout nettoyer ça, bien, c'est que maintenant, je navigue vers des défis qui sont à la mesure de la capacité que je suis capable de faire. Fait que, tu sais, des grands défis comme carrière de comédienne, puis en vivre de mon art, tu sais, c'est comme full un gros défi. C'est pas mal sûr que me mettre les deux pieds là-dedans puis de juste focusser là-dessus, ça allait me mettre en échec, puis j'allais me dévaloriser dans cette situation-là, mais qui était comme une espèce d'écho à mon enfance. Bien, tout ça, nettoyer mon rapport aux autres aussi, depuis m'investir dans des relations qui ne sont pas donnant-donnant, puis de voir plus rapidement l'aspect hors de la réalité que j'investis dans les relations. C'est-à-dire que j'ai une tendance, puis ça, j'avais j'ai beaucoup d'imagination, puis quand j'étais jeune, pour survivre à mon enfance, il a fallu que je me crée un monde imaginaire. Puis là, cette béquille-là est restée dans ma vie d'adulte, c'est-à-dire que j'étais un petit peu déconnectée de la réalité. Je voyais pas les choses telles qu'elles étaient, mais je me faisais des rêves sur certaines affaires. Par exemple, je rencontrais une nouvelle personne, j'allais l'investir d'une mission ou l'investir d'un rôle dans ma vie. Comme par exemple, si je connectais avec une femme d'un certain âge qui pouvait être ma mère, mettons. Mais là, j'étais comme, ça va être ma mère d'adoption. Puis là, on va devenir super proches. Puis là, ça va être ma nouvelle maman, comme Oprah avec Maya Angelou. Tu sais, elle a dit, c'était comme ma mère d'adoption. Puis j'allais chez eux, puis on parlait, puis je restais couchée sur son divan, puis elle m'aidait à traverser les passes de ma vie, puis tout ça. Puis j'étais comme, je vais me faire adopter par une nouvelle maman. Mais sans être vraiment dans la réalité de voir que la relation, c'était pas ça qu'elle était. C'est juste comme quelqu'un avec qui je m'entendais bien, mettons, mais sans plus, genre. C'est pas quelqu'un qui était particulièrement là pour moi, ou c'est pas quelqu'un qui était comme... Tu sais, par exemple, c'est juste un exemple que je donne, mais j'allais comme avoir des espèces de fantaisies dans ma tête sur les gens que je rencontrais. Cette personne-là va être ça pour moi. Sans le communiquer. Puis c'était un petit peu décalé de la réalité, mais juste assez pour que ça soit fonctionnel, puis juste assez pour que ça soit juste un peu dans ma tête, puis qu'il n'y ait pas vraiment d'effet négatif de ça apparent, sauf le fait qu'il y a beaucoup d'endroits dans ma vie où j'étais pas les deux pieds dans la réalité. Puis là, mon psy, la dernière fois, j'étais allée le voir, c'est ça qu'il me dit. Il était comme... Quand on parle de problèmes de santé mentale, c'est gossant parce qu'il y a personne qui explique vraiment c'est quoi avoir des problèmes de santé mentale. Mais la santé mentale, là, c'est un spectrum. Là, il me l'a expliqué de même, j'étais comme « Oh my God, ça fait tellement de sens. » C'est un spectrum. Puis plus tu es proche d'être décollé de la réalité, plus tu as un problème de santé mentale élevé. Plus tu es proche d'être collé sur la réalité, puis tes réactions, puis tes perceptions sont en phase et proportionnelles avec la réalité telle qu'elle est, et non ce que tu aimerais qu'elle soit,
moins tu as des problèmes de santé mentale. Puis là, j'étais genre, oh, ça, c'est vraiment, ça le blow my mind. Là. Puis là, il était comme, qu'est-ce qui est à the other end of the spectrum, tu sais, qui est vraiment, je suis comme, ben la schizophrénie. Il est comme, ben c'est ça. Ça, c'est la schizophrénie, ça, c'est complètement déconnecté de la réalité. Puis très, très collé sur la réalité, ben c'est quelqu'un qui est juste comme fonctionnel, puis qui est en lien avec la réalité, puis qui font... Mais plus tu as un trauma complexe important, plus tu te déconnectes de la réalité. Puis plus tes perceptions sont pas tout à fait attuned, tes réactions sont pas tout à fait attuned. Tu sais, je me suis toujours fait dire, puis pour ça, il y avait raison, mes parents, tes réactions sont démesurées. Sauf que mes réactions étaient démesurées à... Moi, ce que j'haïssais, c'est que j'étais comme, oui, mais c'est toi qui m'as fait de même. C'est genre, mes réactions étaient démesurées, certes, mais à cause de l'impact que leur parentalité a eu sur moi. Fait que là, ça faisait que, genre, j'avais des réactions. Puis ça peut être l'inverse, là. Moi, puis habituellement, ce que mon psy aussi, il m'enseignait beaucoup, c'est qu'habituellement, t'es soit dans un spectre ou dans l'autre. Fait que t'es soit dans le trop, des réactions trop fortes, trop d'émotions, trop d'anxiété, trop... On te renvoie l'image de toi que t'es way too much, soit que t'es dans le pas assez. Mais le pas assez est hyper invisible. Parce que c'est pas facile de remarquer que quelqu'un est comme réagit pas assez à quelque chose, tu sais. Parce qu'habituellement, on a tendance à avoir l'interprétation que bien, quelqu'un qui réagit pas assez, c'est quelqu'un qui fait bien les choses ou qui est adapté à la société ou qui est... C'est difficile, ça va fly under the radar. C'est comme si... Moi, j'ai toujours eu honte de mon « être too much », mais c'est comme si ça m'a vraiment aidé dans un autre côté parce que c'était comme évident. Puis là, dans mes relations, c'est que je portais ça, puis c'était comme... qu'il faut que je fasse quelque chose avec ça parce que c'est dérangeant. Mais le fait que ça a été dérangeant, ça m'a poussé à aller trouver des solutions. Mais quand tu es plutôt inhibé ou tu es plutôt engourdi ou tu es plutôt numb ou tu as tendance à accepter des choses qui sont comme toxiques, mettons, puis tu es plutôt dans le peu de réaction, c'est très invisible. Puis même à soi-même, tu sais. Parce que c'est déconnecté, c'est ça la nature du trauma. Le trauma, c'est que c'est un événement tellement, tellement puissant en charge émotionnelle que ton système nerveux, il déconnecte. Il se dit, puis là, mon psy, comment il m'expliquait ça, c'est... Fait que là, je vous fais comme un survol, puis un recap, puis on revient à la base, puis on renomme et réexplique les différents concepts pour être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde. Mais lui, il disait, c'est comme si quand tu branches, mettons, une lumière dans un voltage qui est trop élevé, bien, ça va faire sauter le breaker parce que si l'électricité passe dans la lumière, ça va faire sauter la lumière. Bien, c'est la même chose quand tu vis un événement qui a tellement de charge émotionnelle puissante que ton système nerveux, il déconnecte la charge émotionnelle parce qu'il est comme, si tu ressens ces émotions-là, tu ne vas pas survivre. Ton cerveau, il va sauter une switch, il va sauter à la switch. Fait que pour te protéger, il fait comme on déconnecte. Sauf que ça, c'est une situation temporaire. Ça, c'est une solution temporaire. C'est déconnecté, mais c'est quand même emmagasiné. Fait que là, ce qui arrive, c'est que quand il y a un événement qui te fait penser à l'événement passé, tu vas avoir une réaction traumatique qu'on appelle. Puis là, dans le cas des gens... Tu sais, moi, mes réactions traumatiques étaient très, très évidentes. Là. C'est lancer des choses, puis genre taper quelque part, puis c'est très violent. Là. J'ai un neuroticisme assez élevé, puis surtout en volatilité, fait que ça s'exprimait comme ça. Fait que c'était super comme flamboyant. Mais il y a des gens qui vont avoir des réactivations traumatiques. La switch va s'allumer dans leur tête le greffon émotionnel qu'on appelle. Là. Puis là, oups, l'événement va rallumer ça, puis là, tout va s'éteindre. Tchou! Mais c'est paisible, éteint. Avoir moins d'émotions, c'est comme... Les gens sont tout le temps comme, on cherche la paix, je suis en paix, gna, gna, gna. Oui, t'es-tu en paix ou t'es juste déconnecté? T'es-tu en paix ou t'es numb?
Tu ressens-tu les choses? Parce que si quelqu'un t'attaque puis tu réagis pas, c'est pas normal. C'est pas en phase et proportionnel. Si ce que tu vis est abusif, puis que tu restes là, puis tu fais comme si tout était correct, ce n'est pas en phase et proportionnel. Si on t'agresse ou on t'abuse ou on te pointe un gun en pleine face, puis tu fais juste rien faire, c'est une sorte de réactivation, c'est une sorte de réaction traumatique. Ils disent c'est fight, fait que se battre, fly, s'enfuir en courant, freeze, donc genre geler, puis fawn. Puis fawn, c'est genre appease, c'est genre répondre aux demandes de l'autre personne, c'est genre dire, c'est genre se soumettre. Mais ça, c'est une autre réponse. Mais c'est très, très invisible. Parce que être soumis, c'est comme... Soumis à quoi? Il y a juste toi qui le sais que tu es en train de te soumettre à... Tu devrais pas te soumettre à ça. Mais alentour, personne ne le sait. Hein. Si dans une relation abusive, habituellement, ça se passe entre deux murs puis c'est bien caché. Fait que tout ça, il faut qu'on en parle, il faut qu'on le mette en lumière, il faut que ça se sache. Là, genre, les traumas, ça va loin. Là. Puis c'est des forces inconscientes qui te mènent à naviguer les choses avec beaucoup, beaucoup de sabotage, puis qui t'empêchent d'obtenir ce que tu veux parce qu'il n'y a rien qui semble sécuritaire. C'est-à-dire, obtenir ce que tu veux, ça ne semble pas sécuritaire. Que ce soit de l'argent, que ce soit de la validation, que ce soit de s'écouter soi-même puis de juste faire ce qu'on a envie de faire. Là. Il y a des gens qui ont des grosses jobs à 100 000 $ par année puis qui haïssent ça pour mourir puis qui aimeraient mieux être serveuse puis qui le font pas parce qu'ils sont comme... Non, c'est mal vu, mais ça, c'est comme... Pourquoi tu fais ça? Le but, c'est d'aimer, de faire ce qu'on aime. En tout cas, tout ça est très complexe. Tout ça est... En tout cas, faites-moi signe si vous trouvez que c'est clair puis que ça le fait du bien d'avoir un petit recap de toutes ces affaires-là parce que je trouve ça important d'en parler parce que souvent, je suis toute seule dans le bureau de mon psy puis là, il me dit des affaires puis je suis comme, mais il faudrait tellement que ça sache ça, là, que c'est de même que ça marche. Parce que ça pourrait aider beaucoup de gens à comprendre. Puis tu sais, c'est parce que quand tu as un trauma complexe, tu vis avec un baseline de honte et de culpabilité non-stop, genre. Parce que habituellement, la relation qui t'a amené à être dans un trauma complexe fonctionnait sur une forme de manipulation qui utilisait la honte et la culpabilité pour fonctionner. Puis que quand tu penses que tu es le centre des problèmes de tout, tu dis il y a quelque chose de pas correct avec moi, il y a quelque chose de pas normal. Fait que tu ressens toujours l'entièreté des problèmes sur... C'est toi la source de tous les problèmes. Puis la honte survit juste dans la noirceur. C'est-à-dire que quand on se met à parler des choses qui nous font honte, déjà, ça l'apaise, la honte. Fait qu'il faut juste en parler, puis savoir qu'on n'est pas tout seul, puis savoir que c'est comme ça que ça fonctionne. Puis c'est compliqué, mais il y en a ici là, qui m'écoutent, puis je suis sûre qu'ils sont comme... Il y a comme une forme d'instinct, là. Il y a comme une forme de... Genre, tu le sens à l'intérieur, tu le sais que c'est ça, là. Tu le sais qu'il t'a manqué quelque chose, puis que ça te nuit, puis que tu traînes ça, puis que tu as l'impression que c'est de ta faute, puis tu sais pas par quel bout te le prendre. Ben ça, là... Puis là, tu comme... Tu vas... Tu sais, c'est ça. Puis là, tu es déconnecté de la réalité. Tu sais, moi, je suis dans des... J'avais beaucoup de formes de limerence, qu'ils appellent en anglais, là, mais c'est comme... Je tombais en amour... Mais c'était pas de l'amour, là, mais genre, j'avais des fantaisies avec des acteurs à la télé, ou Benedict Cumberbatch, ou genre, j'avais comme des genres d'obsessions avec des gars, genre des célébrités, mettons, que j'allais jamais rencontrer de ma vie. Puis j'avais comme une espèce de forme de rêve, j'ai encore ça, là, d'ailleurs, avec Vinny de Jersey Shore, ce qui est complètement absurde, mais à un moment donné, je vous en parlerai, là. Mais c'est comme si une partie de moi qui est encore pas capable de rentrer dans la réalité
puis d'affronter, mettons, les problèmes que je rencontre dans mon couple, ce qui fait que je me réfugie dans une espèce de vie rêvée, fantaisique, où je rencontrerais quelqu'un qui répondrait à tous mes besoins. Puis là, j'ai investi cette vie-là fantasmée qui ne va jamais débarquer dans ma réalité. Fait que c'est une forme de protection de mon intimité. Parce que j'ai très peur de l'intimité. Encore aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis en couple, mais de moins en moins, là. Puis, tu sais, c'est sûr que là, je suis comme à mi-chemin, c'est-à-dire j'ai encore des vestiges de mon ancienne façon de fonctionner, mais j'ai de plus en plus nouvelles perspectives, une nouvelle façon de voir les choses, puis de m'utiliser, tu sais. Fait que là, je suis comme, non, OK, il y a peut-être des problèmes dans mon couple, je vais travailler à régler les problèmes dans mon couple puis les affronter au lieu de me réfugier dans des fantaisies de Vinny de Jersey Shore. Mais en même temps, des fois, j'ai juste besoin de rêvasser un peu à ça parce que la vie est dure, puis c'est stressant, puis dans le moment, je suis pas capable de tout régler les problèmes. Fait qu'en attendant, je m'accompagne un peu de ça, puis je suis comme, je vais me donner une petite permission là, de rêvasser un peu, là, puis après ça, mais ma réalité, tu sais, je vais pas aller dire à tout le monde que mon couple va super bien quand c'est pas vrai. Tu sais, je suis très dans la réalité de qu'est-ce qui se passe. Puis le nettoyage de mes traumas, ça l'a rallié tout ça, puis ça m'a fait débarquer dans la réalité, là, mais c'était comme un choc, là. Je me suis pété les dents sur la réalité, là. J'étais comme, ah, OK, j'ai pas d'argent de côté, ma carrière a pas fonctionné, dans mon couple, ça va pas bien, je travaille pour lui, puis on y arrive pas. Mon rôle de parent, je protège trop ma fille, là, en ce moment, là. Il faut que, genre, que je comprenne que les traumas que j'ai vécus, là, je suis pas en train d'y transmettre, fait que je suis en train de compenser des traumas que j'ai pas donnés. Je sais pas si c'est clair. Dans le sens que, genre, je mets sur ma fille des traumas qu'elle n'a pas, puis là, je suis comme, faut que je répondre à ses besoins tout le temps, parce que je suis comme, moi, on n'a pas répondu à mes besoins, puis ça l'a fait un trauma. Sauf que c'est pas tellement la préparer pour la vie réelle. La vie réelle, c'est beaucoup de difficultés, puis pour être préparé pour la vie réelle, il faut apprendre à être inconfortable, apprendre à gérer la souffrance, apprendre à avoir de l'anxiété, puis de vivre avec, puis d'être dans la réalité, puis de trouver des solutions aux problèmes puis faire la différence entre c'est-tu un problème imaginé ou c'est un réel problème, puis d'atteindre des choses, mais qui sont à bonne distance de tes capacités, c'est-à-dire pas avoir des projets qui sont comme complètement démesurés, puis ne pas y arriver, puis pas avoir zéro projet pour jamais être confronté à « je suis pas capable de relever un défi ». Faut comme que ça soit... Fait qu'il faut comme naviguer ça, mais dans la réalité, puis avoir du feedback, puis tout le temps réajuster, puis non, mais ça, là, faut que tu sois les deux pieds dans la réalité. Fait que là, moi, je suis débarquée, là, j'étais comme « Oh, OK, il y a tout ça à corriger ». Fait que j'ai fait une vidéo au début de ma chaîne où est-ce que c'était comme « Plan », je pense qu'il s'appelle, puis c'est genre... je voulais dire un peu c'est quoi que je voulais tout corriger, genre. Puis qu'est-ce qui étaient les choses que c'était comme ça fonctionne pas comme ça devrait, je suis pas satisfaite de ça. Puis là, aujourd'hui, genre comme, mettons, 3 ans plus tard, je suis comme, j'ai pas mal arrivé à faire un beau tour de chapeau puis à corriger bien des affaires là-dessus, là. C'est juste, ça s'est pas passé comme je voulais, là. C'est comme, je pensais que, genre, corriger ma carrière, ça voulait dire, genre, en vivre. Mais finalement, c'est juste, fallait que je réajuste mes attentes, là. C'est comme, non, ma chum, tu vas peut-être vivre de autre chose, mais tu as besoin d'avoir des projets artistiques, fait qu'il va falloir que tu trouves une formule, puis il va falloir probablement que tu l'inventes parce que ça n'existe pas. Puis il va falloir que tu saches exactement qu'est-ce que tu veux faire, fait qu'il va falloir que tu explores pour tester des affaires, puis voir où est-ce que tu te mets les pieds, puis dans quoi tu investis, puis tout, parce que tu as des ressources limitées maintenant que tu as une fille, puis... Mais tous ces sujets-là, tu sais, mes finances, c'est complètement différent. Ma carrière, mes relations avec les gens... Il y a des couches de ménage qui se sont faites, là. C'est comme des relations qui sont juste tombées parce que j'étais comme... J'ai juste arrêté de tenir la relation. J'ai juste laissé tomber la relation, puis ça fait « Ah! » C'est drôle, quand je la lâche, il n'y a plus de relation. Ça veut donc dire que l'autre personne dans l'autre bout, elle tenait pas vraiment la relation. Mais, tu sais, puis mon lien avec mes parents est complètement différent. Pas nécessairement dans ce sens-là, mais dans ce sens-là. C'est-à-dire que
Ils vont dire les mêmes choses qu'ils m'ont déjà dit dans le passé, puis ils vont réagir exactement de la même façon qu'ils l'ont tout le temps fait, parce que c'est ça la pathologie. Des gens pathologiques, c'est des gens qui vont agir tout le temps de la même façon. Il n'y a pas de flexibilité. Fait que là, avec mes parents, c'est comme une joke. Je peux savoir tout le temps comment ils vont réagir dans toutes les situations, parce que c'est comme... Ils m'ont montré toute leur vie qu'ils allaient réagir de même. Puis toute ma vie, j'ai passé mon temps à essayer de faire en sorte qu'ils allaient réagir autrement dans les situations, au lieu de faire mon deuil, d'avoir des attentes sur eux. Fait que, tu sais, aujourd'hui, je m'attends pas à ce que ma mère soit valorisante. Là. Ça va jamais arriver. Là. Fait que quand elle est dévalorisante, je suis comme « Ah, there it is! » Puis je suis pas comme « Ah, mon Dieu, comment ça se fait que tu peux me dire ça? » Puis là, je pleure pendant des jours, puis là, j'y pense dans la douche, puis là, j'en reviens pas, puis je suis comme « Ah, mon Dieu, c'est un monstre, puis je méritais pas ça, puis gna gna gna. » Je suis juste comme « La pathologie est toujours pas loin, hein? » Mais ça, c'est parce que j'ai nettoyé mes traumas, parce que sinon, je serais pas probablement réactivée. Puis je pense que c'est possible d'avoir une vie où est-ce que tu es réactivé, puis tu gères tes réactivations. Puis c'est pas nécessairement tout le monde qui doit aller en thérapie de EMDR, puis la table dissociative. Il y a plusieurs approches, puis il y a plusieurs façons de fonctionner pour être fonctionnel, puis bien naviguer avec ce que tu es. Mais dans tous les cas, c'est sûr qu'il faut que tu sois genre collé de même avec la réalité. Là. C'est sûr qu'il faut que tu sois... qu'il n'y ait pas de forme de love attraction, qu'il n'y ait pas de forme de... Il peut y avoir de la spiritualité, là, on s'entend, là, mais il ne faut pas qu'il y ait une spiritualité qui déconnecte de la réalité. Là. Puis il faut qu'il y ait... Plus ton anxiété te fait peur, puis tu deviens phobique des affaires, puis que tu les fuis, moins tu es collé sur la réalité. C'est-à-dire, si tu as des ennuis financiers puis tu ne vas jamais ouvrir ton compte de banque parce que tu as tellement peur de voir tous les problèmes financiers que tu as dedans, ça, c'est une forme de déconnexion de la réalité. Là. C'est-à-dire, il faut que tu te mettes le nez dans les livres, puis tu fasses des calculs, puis que tu ailles chercher des outils pour que ça s'améliore. Fait que, tu sais, il faut réduire la fuite, puis il faut augmenter l'exposition avec la réalité. Puis on dirait que, je ne sais pas si c'est la pandémie ou je sais pas si, tu sais, la pandémie, en tout cas, c'est mon hypothèse, mais on en prend puis on en laisse, là. La pandémie, les médias sociaux, il y a plein de choses en ce moment dans la société qui font que c'est facile de se déconnecter beaucoup de la réalité. Puis je vais le dire, là, ça augmente le narcissisme, mais c'est comme... On parle beaucoup du narcissisme comme « Ah, c'est des mauvaises personnes, puis il faut les fuir, puis c'est une catégorie de personnes très, très précises, puis eux, ils sont comme des loups à l'intérieur de la société, puis là, les gens, ils sont comme ils sont comme des prédateurs, puis là, il faut apprendre... Oui, ça fait partie de la réalité, c'est vrai que... mais de façon clinique, on appelle plutôt ça la triade noire. Mais bref, en tout cas, il y a vraiment des critères particuliers qui font qu'il y a des gens qui ont moins d'empathie, par exemple, qui ont, tu sais, narcissisme pathologique, qui font en sorte que ces gens-là vont avoir tendance à nuire aux autres personnes, puis il faut les voir venir. Parce que quand tu les vois venir, tu t'attaches pas dans une relation avec eux qui va créer plein de dommages, puis augmenter ton trauma complexe, puis etc., puis avoir encore plus d'impact. Oui. Sauf qu'il y a aussi une forme de narcissisme qui est juste se garder, se protéger soi-même, d'être confronté à la réalité pour aller vraiment vérifier qu'est-ce qu'on vaut dans un domaine en particulier. C'est-à-dire, moi qui n'ai jamais allé à l'université, je ne pouvais pas savoir dans la réalité si j'ai la capacité de faire des études, des hautes études ou non. Même si dans ma tête, à tous les soirs, je me dis « Je suis intelligente, je suis intelligente, je suis intelligente, j'ai des capacités, gna 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 ». Si je ne vais pas m'asseoir dans les bancs d'école, puis faire des travaux, puis avoir une note de quelqu'un, ça ne veut pas dire que s'asseoir sur les bancs d'école puis avoir une note, c'est tout ce que ça veut dire sur ton intelligence. Je donne un exemple. Mais c'est l'idée que je gardais dans ma tête d'être comme « Bien, je pense que tu es intelligente, mais je suis pas sûre. » Puis là, ça créait une insécurité. C'est-à-dire que n'importe qui me faisait un commentaire, c'était genre, ça me faisait douter. Puis là, je passais beaucoup de temps à faire comme « Non, mais attendez, je pense que je suis pas très intelligente. » Mais j'ai une amie qui m'a dit « Va donc chercher une preuve dans la réalité que tu l'es. Inscris-toi donc à l'université, moi. » Puis là, c'est ça que j'ai fait. J'étais inscrite pour cet été, mais...
Fait que là, ça se peut là, que ça va être vraiment dur pour moi de faire ces études-là là, parce que j'ai juste un secondaire. Mais ça se peut que, genre, je vais mettre les efforts parce que je vais être comme je veux aller me prouver que... Puis je vais relever le défi, puis après ça, ça va avoir gonflé ma confiance en moi. Parce que la confiance en soi, là, c'est qu'on comprend rien dans la société, là, tout est enseigné tout croche, là, mais la confiance en soi, ça n'existe pas. C'est juste l'absence d'anxiété. L'anxiété, ça s'apaise par l'exposition. Fait qu'en règle générale, tu as confiance en toi dans un domaine que tu as beaucoup d'expérience. Puis là, la confiance en soi, là, at large, là, avoir confiance en soi, là, c'est de la calice de merde, là. Genre ça, on devrait mort et enterrer ce concept-là, c'est de la calice de merde. Puis apprendre plutôt à dire, avoir des expériences dans la vraie vie pour te confirmer ou t'infirmer ce que tu penses. Fait que là, tu as des hypothèses, là, t'es comme là, je pense que je suis quelqu'un d'intelligent. Mais je vais aller voir. Ça veut pas dire que si je coule mes cours d'université que je suis pas intelligente. Sauf que c'est un défi pour moi. C'est un défi que je peux me dire, je vais essayer de le relever, puis ça se peut que je vais sortir grandi de ça, puis que ça va être difficile. Parce que c'est comme ça qu'on sort grandi des affaires, c'est quand c'est difficile, puis on le fait pareil. OK? C'est le même que ça marche. Mais là, c'est ça. Fait que là, la confiance en soi, là, on laisse ça in the past, mort et enterré, puis on se lance des défis, puis on relève des affaires qui sont difficiles, puis on essaye. Parce que plus tu essayes, t'es déjà plus en train d'être dans ton rêve puis ton fantasy. Tu sais, je donne un autre exemple, un exemple full commun. Là. Ça, moi, je l'ai vu toute ma vie. Puis ça me donne envie de m'arracher la peau. Là. Des gens créatifs qui sont comme... Mais quand je vais avoir le temps, je vais l'écrire, mon scénario. Donc, mais quand, à un moment donné, là, je vais avoir assez d'argent, je vais me louer un chalet puis je vais aller écrire dans un chalet. Quand X, Y, Z. Ça, je suis comme... J'ai envie de m'arracher la peau quand les gens me disent ça. Je suis comme... Mais écris. Lève-toi le matin puis écris. Écris sur le bol de toilette. OK, fais quelque chose. Dans les prochains jours, là, au lieu de scroller sur Internet, écris. Puis là, c'est sûr que qu'est-ce que tu vas écrire, c'est sûr à 100% que qu'est-ce que tu vas écrire, ça va être poche en esti. Ça va te briser ton rêve que tu avais dans ta tête de genre... Mais si j'ai le temps d'écrire, quand je vais m'asseoir pour écrire, ça va être donc bien génial, qu'est-ce que je vais écrire. Mais on veut pas se le dire, se l'avouer, mais moi, je suis la première que j'ai fait ça toute ma vie, là. On veut pas se l'avouer, c'est ça. Mais ça aussi, c'est une forme de narcissisme. Ça veut dire que c'est une impression, un concept imaginé de soi, qui n'est pas en lien avec la réalité. Puis que souvent... On veut préserver comme ça parce que ça fait moins peur de s'imaginer être bon à quelque chose que d'essayer puis de pas y arriver. Sauf que habituellement, développer des compétences, ça passe tout le temps par la case « est-ce que tu te sens psy dans tes shorts puis tu te sens pas bon? » Puis il faut juste que tu continues. 100% des gens qui ont des compétences dans quelque chose, ils ont passé par ce chemin-là. Ils ont fait comme « me semble que je suis pas bien bon, me semble que je voudrais faire mieux. » Puis ils ont travaillé, puis ils ont acquis de l'expérience, puis ils ont fait des erreurs, puis ils ont appris, puis là, il y a le temps, puis là, à force, puis là, un moment donné, oups, ça devient une compétence. Stephen King, il n'a pas écrit un chef-d'œuvre là, en s'assoyant à son bureau la première fois. Là. Et puis, tu sais, pendant une période de sa vie, il fallait qu'il... Puis, tout le monde va me dire, oui, mais Stephen King n'a jamais écrit un chef-d'œuvre. Moi, je m'excuse, j'aime beaucoup Stephen King. Les affaires d'horreur, puis de policiers, puis de... C'est pas policier, Stephen King, là, mais en tout cas, peut-être que je donne pas les bons exemples, là, mais je veux dire, tu sais, il y a une longue période de sa vie où, quand il écrivait, il consommait beaucoup de cocaïne. T'sais, la cocaïne, ça donne comme un peu un espèce de sentiment d'avoir confiance. Ça tait un peu les insécurités. Je le sais pas, j'en ai jamais pris, mais j'imagine que c'est ça, je sais pas. Peut-être, là, je suis un peu narcissique parce que je parle à travers mon chapeau, là, d'une expérience que j'ai pas, mais tout le monde qui en a pris, qui me l'a raconté, c'était comme « Ah oui, ça te fait sentir vraiment comme confiant en toi, puis tout ça. » Fait que, tu sais, I guess, ça joue sur les hormones reliées à l'anxiété ou la dopamine, la sérotonine. En tout cas, je sais pas comment ça marche, là, mais ce que je veux dire, c'est que même lui, avec toute l'expérience qu'il avait, il était quand même insécure quand il se mettait à écrire. C'est juste qu'il a continué de le faire pareil. Puis à un moment donné, il a fallu qu'il arrête de consommer de la cocaïne parce qu'il allait mourir. Puis là, il a arrêté, puis il a continué d'écrire pareil. Mais comme...
C'est juste que c'est un exemple parce que lui, il fait beaucoup de volume. Il écrit beaucoup, tu sais. Fait que, tu sais, en tout cas, tout ça pour dire que là, si vous voulez devenir bon dans des affaires, là, on arrête de faire comme « Ah, je vais le faire quand je vais être confiant. » Non, fais-le. Fais-le en n'étant pas bon jusqu'à temps que tu deviennes bon. Puis là, tu vas être confiant. C'est the other way around. OK, ben c'est tout pour moi. Ça finit raide, hein? OK, bye.